5h42 sur Europe 1. Votre invité ce matin, Alexandre Lemaire et Fabrice Epelboin, entrepreneurs spécialistes du numérique et des médias sociaux. Bonjour Fabrice Epelboin. Bonjour. Emmanuel Macron appelle à la résistance, c'est son terme, contre les réseaux sociaux. Il y voit une menace pour la santé mentale et même pour notre démocratie. Alors le président a réuni hier à l'Élysée un collège de 200 experts pour réfléchir à des solutions pour mieux les encadrer, ces réseaux sociaux. Vous dites vouloir réglementer les réseaux, c'est se tromper de combat. Pour quelle raison ? C'est complexe. On a mis en place une architecture pour modérer les réseaux sociaux qui consiste à donner à des signaleurs de confiance qui sont des associations, des ONG, souvent bien connues du grand public, le soin d'identifier les contenus problématiques et de les rapporter aux plateformes qui, in fine, font office de juge pour éliminer ou faire taire ces contenus. Le problème, c'est que la situation géopolitique, ça ne vous a pas échappé, a lourdement évolué depuis une année et que désormais, ce sont les Américains qui font office de juge, car les plateformes de réseaux sociaux se réfugient derrière la puissance américaine. Et on se retrouve du coup pour modérer nos contenus en France dans une rivalité géopolitique, ce qui est compliqué. Bon, mais comme Emmanuel Macron dit, les réseaux sociaux, c'est fort quand même, sont une menace pour la démocratie. Vous êtes d'accord avec lui ou pas ? C'est une menace pour une certaine idée de la démocratie, et c'est une idée qui remonte à plus d'un siècle, à ce que Édouard Bernays a théorisé au début du XXe siècle dans son livre Propaganda, et qui consiste à une alliance subtile entre des politiques et des médias pour imposer un message et orienter l'opinion publique. Et c'est vrai qu'il faut être honnête que depuis l'arrivée des réseaux sociaux, il y a maintenant plus de 15 ans, il y a des voies alternatives qui sont jour et qui provoquent un effondrement, surtout en France, de la confiance envers les institutions, et que ça, c'est une menace pour la démocratie actuelle. Mais quand vous dites les Américains ont la main, qu'est-ce que ça veut dire ? Que Emmanuel Macron est condamné à rester au stade des paroles ? Nous n'avons pas les moyens de réglementer, de contrôler davantage ces réseaux sociaux à notre échelle ? Ça veut dire que le Digital Service Act, qui gère la modération des réseaux sociaux, confie aux plateformes, c'est-à-dire à la puissance américaine qui s'est, dès l'arrivée de Donald Trump, posée derrière et en soutien aux grandes plateformes de réseaux sociaux, le soin d'arbitrer, de faire la justice. Et du coup, le seul levier qui nous reste, c'est ces énormes amendes qui sont promises par le DSA et qui font réagir les Américains, qui promettent de réagir en cas d'amende. Donc on a transformé une problématique interne à la communauté française en une situation de tour de force géopolitique. Alors, nos politiques ont déjà pris en main la question, puisque les dangers des réseaux sociaux, quand même, commencent à être largement documentés. Le cyberharcèlement, bien sûr, l'impact des algorithmes sur les jeunes, pour ne citer que l'amplification des comportements suicidaires, promotion de l'extrême minceur. Nos parlementaires ont enquêté sur TikTok, Fabrice Epelboin. Leur conclusion, il faut interdire ce réseau au moins de 15 ans. Est-ce que c'est faisable ? C'est faisable en sacrifiant quelques fondements de liberté numérique pour nous, les adultes, parce que fondamentalement, ça va passer par une vérification d'identité, et il y a déjà un tombereau d'exemples de fuites de ce type qui ont montré que on ne pouvait pas interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans sans avoir des conséquences sur l'ensemble de la population. Bon, il faut rappeler aussi ce contexte qui touche de près le chef de l'État, sur cette question de l'impact des réseaux sociaux. Je rappelle que 10 personnes sont jugées cette semaine pour le cyberharcèlement de Brigitte Macron. C'est précisément par les réseaux sociaux qu'ils ont propagé cette idée folle que la première dame serait un homme, Fabrice Epelboin. C'est ça aussi le contexte pour Emmanuel Macron actuellement. C'était aussi par les réseaux sociaux qu'on a eu la même histoire à propos de Michelle Obama, et bien avant les réseaux sociaux, on avait ce genre de rumeurs dans de la presse qu'on qualifiait de torchon. Ça n'a rien de bien nouveau. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on s'en préoccupe beaucoup plus, alors qu'à l'époque où, dans les années 80, c'était juste un torchon chez le marchand de journaux, personne n'y prêtait attention. Bon, mais ça n'a rien de bien nouveau, justement. Personne n'y prêtait attention, dites-vous. La différence aujourd'hui, c'est que les conspirationnistes, la complosphère, ont un écho qu'ils n'auraient jamais eu sans les réseaux sociaux. Est-ce que ça, justement, ne mérite pas d'être mieux encadré, mieux surveillé? C'est compliqué parce que si on commence à s'attaquer au complot et à l'art de la conspiration, il va falloir quand même regarder en face des choses comme la fiole d'anthrax de Colin Powell à l'ONU au début du XXIe siècle, ou plus près de nous, le Russiagate, qui voulait qu'il y ait une conspiration entre Donald Trump et Vladimir Poutine, ce qui a été démenti par la suite. Donc la conspiration fait partie du narratif médiatique depuis toujours, fait partie des troquets et des conversations de troquets depuis toujours. Il se trouve que les réseaux sociaux rajoutent une nouvelle couche et amplifient évidemment le phénomène, le démocratise, mais elle a toujours été là. On a le sentiment, en vous écoutant, que vous nous dites aussi, Fabrice Epelboin,
c'est pas vraiment politique finalement de s'emparer de ce sujet. Ça nourrit la défiance entre les citoyens, les internautes et les politiques, le pouvoir. C'est au contraire extrêmement politique. On touche à l'un des fondamentaux de nos démocraties, qui est l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est le préambule de notre Constitution, ou le 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et celui-là, il définit très clairement quelles sont les limites que le pouvoir peut avoir sur la liberté du citoyen en termes d'expression. Et ces limites sont très claires. Si le propos n'est pas illégal, le propos peut avoir lieu. Or, le mensonge n'est pas nécessairement illégal, et bien souvent il ne l'est pas. Le complotisme n'est pas nécessairement illégal, et bien souvent il ne l'est pas. Et du coup, on commence à empiéter sur ce concept fondamental qui vraiment définit les démocraties depuis maintenant 250 ans. On est en train de prendre une voie très très dangereuse à travers la modération des réseaux sociaux. Alors Emmanuel Macron doit encore prendre la parole aujourd'hui jeudi au Forum de la Paix à Paris sur la question de la désinformation et des ingérences étrangères. Comment vous expliquez cette inquiétude qui peut apparaître soudaine au sommet de l'État vis-à-vis des réseaux sociaux? C'est la main de la Russie, vous qui parliez de contexte géopolitique. Est-ce que c'est cette guerre hybride que Vladimir Poutine mène aux pays européens? Allez, il faut démystifier un peu la Russie. Certes, la Russie fait des opérations d'ingérence et de désinformation, mais il ne faut pas oublier que la barrière à l'entrée pour faire ce genre d'opération, c'est l'Azerbaïdjan. Et donc, fondamentalement, vous avez à l'heure actuelle une douzaine de nations qui font de l'ingérence informationnelle sur le territoire français, et nous-mêmes, nous faisons de l'ingérence informationnelle sur tout un tas de territoires. C'est devenu la règle, et ce depuis bien longtemps. On n'a pas attendu Vladimir Poutine et l'élection de Donald Trump de 2016 pour pratiquer ce genre de choses. Ça se pratique depuis 2009-2010. Ça s'est juste popularisé grâce à Vladimir Poutine. Mais toutes les nations, presque, ont accès à ce genre de services. Beaucoup l'ont internalisé au sein de leur propre service de renseignement. On joue à ce jeu comme les autres et on est victime comme les autres et probablement plus que les autres, dans la mesure où la France reste encore une grande nation qui est la cible de beaucoup de convoitises, de jalousie et d'esprit revanchard. Quand Emmanuel Macron souhaite des algorithmes qui seraient transparents pour les réseaux sociaux identifiés comme d'intérêt public, c'est techniquement possible pour vous ou au contraire les algorithmes vont rester le cœur du réacteur, le secret industriel de chaque opérateur de réseaux sociaux? Non, ça n'a vraiment aucun sens. Ça n'a aucun sens pour deux raisons. D'abord parce que effectivement, ça relève du secret des affaires et que beaucoup d'entreprises refuseront de publier leur algorithme. À ce jour, Twitter l'a fait et encore, on n'est pas sûr que ce soit la bonne version. Mais de toute façon, ces algorithmes qui fonctionnent tous désormais avec de l'intelligence artificielle fonctionnent sur une base où il y a une différence entre le code qu'on pourrait éventuellement lire et l'apprentissage du code qui est quelque chose de beaucoup plus obscur, qui est un peu similaire à pondre un enfant et puis l'élever. Et sur la phase d'élevage, il n'y a pas de transparence possible. Donc ces demandes de transparence datent d'une vision très archaïque de ce qu'était un algorithme il y a déjà bien longtemps. Merci Fabrice Epelboin, entrepreneur, spécialiste du numérique et des médias sociaux ce matin sur Europe 1. Merci à vous. Europe 1, bonjour.